L'impasse, la première négociation avec les médecins généralistes tourne court. L'assurance maladie propose une revalorisation à 20 € pour 40% des consultations considérées comme les plus complexes. Les médecins souhaitent, eux, une augmentation générale. La pilule du lendemain gratuite pour les mineurs à partir d'aujourd'hui. Elle est délivrée dans les pharmacies sans ordonnance et sans autorisation parentale. Lancement par ailleurs d'une campagne nationale sur la contraception chez les adolescents. Polémique autour de l'excès de sel dans les aliments. Un chercheur qui met en cause les industriels aurait été placé sur écoute. Démenti catégorique de la police. Les industriels, eux, annoncent qu'ils vont réduire les doses. Il a chanté avec les mécaniciens, dormi dans les dunes et il en a bavé tout simplement. À 3 jours de l'arrivée, les meilleures images du Arras-Dakar de Johnny Hallyday. Ces dernières heures, le chanteur semblait au bord de l'épuisement. Il est le meilleur d'entre nous, avait dit Jacques Chirac à son propos. Alain Juppé, ancien Premier ministre, est l'invité de Questions ouvertes. C'est juste après ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. La réunion a duré 2 heures, elle s'est donc achevée sur un échec. Les médecins généralistes annoncent un durcissement de la grève entamée depuis 2 mois avec des hauts et des bas. Certes, tout le monde est d'accord sur le principe d'une revalorisation du tarif des consultations. Reste à se mettre d'accord sur le montant, on est loin du compte. Jean-Daniel Flézaquier, Jean-Louis Boussert. La rencontre tant attendue entre les généralistes, en grève des gardes depuis 2 mois, et la caisse d'assurance maladie avait débuté de façon sereine ce matin vers 10 h, côté syndicat d'abord. Nous ne demandons pas d'aller à 30 € sur la consultation, puisqu'on est à 17,5. On dit, faisons une petite marche jusqu'à 20 €. Donc on ne demande pas le ciel. Sérénité ensuite du côté de la caisse d'assurance maladie. Nous considérons que le métier de généraliste mérite d'être revalorisé parce qu'il a un rôle central et pivot dans notre organisation du système de soins. Mais 2 heures plus tard, c'était le clash et le syndicat majoritaire, la CSMF, annonçait qu'il partait sans réel espoir de retour pour l'instant. L'objet du divorce, ce sont les honoraires. La Caisse propose une revalorisation de 600 millions sur 3 ans. Les syndicats veulent 1,2 milliard tout de suite. Pour la consultation, la Caisse propose entre 18 € pour une consultation simple et 20 € si la consultation est compliquée. Les syndicats veulent 20 €. Pour la visite, la Caisse est prête à aller jusqu'à 29,73 €. Les syndicats veulent 30 € pour tout le monde. C'est à Madame Guigou d'avoir le courage politique de satisfaire les médecins de famille français. Mais à l'Assemblée aujourd'hui, Elisabeth Guigou a demandé aux syndicats de retourner dès mardi matin à la table des négociations avec l'assurance maladie. Pour information, le revenu moyen d'un généraliste est estimé de source officielle à 4 230 € net par mois, un peu moins de 28 000 francs, avec de très fortes disparités. La CNAM, vous l'avez entendu, souhaite donc différencier les tarifs selon les actes et pourquoi pas selon les situations. C'était une autre des pistes envisagées. Ainsi, la médecine des villes et la médecine des champs n'ont pas le même contenu ni les mêmes rythmes. Portrait croisé dans la Vienne, Christophe de Valambra, Alain Darigrand. Robert Pavlovitch est médecin généraliste en zone rurale, près de Châtellerault. Chaque jour, il doit arpenter les petites routes de campagne pour se rendre chez ses patients. Une première contrainte, inévitable ici. Vous faites beaucoup de visites à domicile, docteur ? Souvent. En milieu rural, ça arrive assez régulièrement. Les patients sont âgés, ils ne peuvent pas se déplacer facilement au cabinet du médecin, et donc on est amené à les voir, oui. En ville, à Poitiers, Claude Bérard n'est pas confronté à ces contraintes de transport, moins de visites. En revanche, plus de consultations au cabinet et souvent tard dans la soirée, quand les patients affluent après leur travail. Pour le médecin, des journées à rallonge. C'est plus d'une dizaine d'heures, 10 à 12 heures par jour. Combien d'heures par semaine ? 70 heures. 2 fois les 35 heures. En zone rurale, il y a en plus les astreintes, 6 nuits sur 7, car ici, le généraliste est le seul à pouvoir intervenir en cas de besoin. Quant à d'éventuelles vacances, difficile d'attirer un remplaçant à la campagne. Moi, je n'ai pas pu prendre de vacances cet hiver. Je ne prendrai probablement pas de vacances en février, puisque je ne suis pas sûr de pouvoir trouver un remplaçant à ce moment-là. Et donc là, ça fait depuis pratiquement 5 mois que je travaille quasiment sans interruption, du lundi au samedi. En ville, les gardes de nuit sont moins nombreuses, mais souvent plus chargées et surtout, parfois, peu sûres. Lors d'une garde de nuit, j'ai été agressé par un homme qui se trouvait derrière la porte avec sur la table une batterie de couteaux et prenant le plus gros me dit « je vais te faire la peau ». Sans être à Chicago, on est à Poitiers, ça peut être à des risques du métier de médecin. À la campagne comme en ville, les généralistes savent que leur charge de travail ne va pas diminuer, les contraintes non plus. Alors ils demandent une meilleure rémunération pour compenser. Merci. Au revoir, docteur.
Les négociations sont donc suspendues. Les syndicats, je vous le rappelle, vont organiser une journée sans toubib. C'est ainsi qu'ils la dénomment le 23 janvier prochain. À propos de conflit social, après les policiers et les gendarmes, les pompiers pourraient-ils eux aussi se faire entendre? Question posée après l'envoi d'une cassette vidéo anonyme à plusieurs médias. Des marins-pompiers de Marseille, masqués par leur casque pour contourner le devoir de réserve, y expriment leur malaise. C'est inédit, un peu étrange, et les collègues, visiblement, ne sont pas tous d'accord. Sur place à Marseille, Michael Darmon. Nous, marins-pompiers de Marseille, sous statut militaire, mis à la disposition de la ville et utilisés par elle, nous venons crier notre révolte. Front de protestation, canal VHS. Quand des militaires s'inspirent des méthodes de communication des groupes clandestins, ça donne ça. Sur fond de Marseillaise, cette cassette anonyme fait l'effet d'une petite bombe médiatique dans les casernes de la cité phocéenne. Revendications salariales, astreintes trop longues, sous commando vidéo des soldats du feu, prêts à tirer la sonnette d'alarme. Nous dénonçons la baisse de la qualité des secours sur Marseille, due aux pénuries de recrutement et non nouvellement des anciens, et à une politique de gestion faite au coup par coup. Mais aujourd'hui, au cours d'une cérémonie officielle, le patron des marins-pompiers a fait mise au point très simple. Ici, on est entre militaires. Alors effectivement, nous sommes militaires, nous appartenons à la Marine nationale. À ce titre, nous sommes disponibles comme tous les militaires, nous avons des astreintes comme tous les militaires, et tout cela est forfaitaire puisque à la fin du mois, c'est pour le même prix. Difficile donc d'évaluer la réalité d'un malaise, mais comparé à la récente tornade des képis, ici on ne peut pas encore parler de tempête sous les casques. La contraception des mineurs et ce décret publié aujourd'hui au journal officiel, la pilule du lendemain sera délivrée gratuitement aux mineurs par les pharmacies ou les infirmières scolaires. Elle était déjà disponible sans prescription médicale et sans autorisation parentale. Claudine Gilbert. Ce médicament, les pharmaciens vous le délivrent désormais gratuitement si vous avez moins de 18 ans. Pour les autres, la pilule du lendemain coûte 7,93 €. Pour des mineurs qui ont des budgets qui dépendent exclusivement de ce que leur donnent leurs parents et qui ont du mal à parler de ce problème avec leurs parents, c'est sûr que c'est un problème. Moi, il m'est arrivé même de faire crédit à des mineurs qui avaient besoin de cette pilule. Pour vous, c'était une mesure nécessaire? Absolument, indispensable, je dirais. Depuis plus d'un an, la pilule du lendemain est vendue sans ordonnance. Les jeunes filles peuvent aussi se la procurer directement auprès de leur infirmière scolaire. Pour beaucoup, la gratuité, c'est une avancée supplémentaire. Parce que comme c'est anonyme, les jeunes filles pourront plus oser de prendre la pilule sans demander aux parents. Il y a toujours la peur d'aller demander la pilule du lendemain parce qu'on sait pas comment, on n'est peut-être pas assez informé à ce sujet et c'est très important que cette pilule du lendemain soit gratuite. Moi je pense que ouais, c'est quelque chose de bien, mais les gens risquent de faire moins attention parce que, plus les jeunes filles risquent de faire moins attention parce qu'elle sera gratuite. Alors attention, la pilule du lendemain, c'est bien un médicament et non un mode de contraception. Elle doit être prise 48 heures au plus tard après un rapport sexuel. Dans tous les cas, son utilisation doit rester exceptionnelle. Oui, on estime que 15% des rapports sexuels entre mineurs sont pratiqués sans contraception. D'où aussi cette campagne d'information lancée par les autorités, campagne d'affichage et spot radio, slogan « Ne laissez pas l'imprévu décider à votre place ». Comment les jeunes appréhendent-ils ces questions? Reportage dans une classe de seconde hôtelière en Seine-Saint-Denis où sont donnés des cours d'initiation à la contraception et à la sexualité. Cécile Delarue, Frédéric Faure. C'est le même principe, vous êtes d'accord, qu'un préservatif masculin. C'est-à-dire que c'est une poche. Découverte du préservatif féminin. Engoncés dans leur costume du lycée hôtelier, les élèves de seconde sont concentrés aujourd'hui. Préservatif, pilule, stérilet ou pilule du lendemain, les échantillons passent de main en main. Le calme règne. Grossesse non désirée, sida, ici on ne rigole pas avec les cours d'éducation sexuelle. On se dit fais attention, prends bien tes précautions, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si on est responsable, on n'a pas peur. Il faut prendre en compte les risques qu'il peut avoir. C'est capote ou c'est non, quoi. Surtout qu'il y a assez de prévention quand même, alors ils peuvent faire attention, quoi. Mais justement, le cours d'éducation sexuelle pourrait nous apprendre aussi les bons côtés de la sexualité. Déjà, on parle souvent qu'entre filles, que les garçons, ils disent ouais, par exemple, pour voir une fille, elle est bonne celle-là. On est un peu débutant pour certains dans ce domaine, donc forcément, il y a plus d'images que de faits.
comme dans les films porno, hein, tous les gars ils aimeraient bien ressembler à Rocco. Voilà, mais il n'y a aucune fille qui aimerait bien ressembler à celles qui tournent les films porno, quoi. En général, ils parlent plus de l'action et pas de l'amour, quoi. Pour eux, c'est comme un sport, en quelque sorte. Ouais, c'est plutôt les filles qui disent qu'une fille c'est une salope si elle couche le premier soir. Les gars ils s'en foutent. Mais non, mais c'est vrai quoi. 16 ans et demi, c'est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France. Chaque année, 7000 mineurs doivent avorter. Puisqu'on évoque l'école, retour sur l'affaire de Châteauroux que nous avons longuement évoquée hier. Ces instituteurs sanctionnés pour avoir pratiqué une fouille au corps jugée dégradante sur des enfants, c'était suite à un vol. Eh bien, une quinzaine de ces parents d'élèves se sont rassemblés ce matin devant l'école pour réclamer la clémence pour ces enseignants. Ils avaient eux-mêmes signalé les faits au commissariat, mais se disent impressionnés par l'ampleur prise par l'affaire. Sur place, François Privat. Polémique ce soir à l'école Jean Zay de Châteauroux. Alors que se déroule une réunion avec le procureur de la République et l'inspecteur d'académie, des parents d'élèves défendent les instituteurs mis en cause. Pas d'accord avec ce qui se passe. Les faits sont totalement... On est conscient qu'il ne fallait pas de fouilles, etc. Mais là, vraiment, on est en train de prendre des sanctions contre les instituteurs qui sont démesurés. Il faut remettre les choses vraiment à la vérité, vraiment ce qui s'est passé. Parce que c'est pas passé ce que les médias ils disent, c'est pas vrai. Les parents des enfants directement concernés par les fouilles continuent, eux, à manifester leur émotion. Ils ont déshabillé mon enfant, donc je suis contre ça. Vous avez été choqué? J'ai été choquée, mon enfant est encore plus choqué. Une pétition de soutien aux 5 enseignants suspendus sera remise prochainement à l'inspecteur d'académie. Y a-t-il trop de sel dans les aliments? Apparemment oui. On va revenir dans un instant sur cette rocambolesque et hypothétique affaire d'écoute dont je vous parlais dans les titres. Mais d'abord la décision des industriels. Ils se disent prêts à suivre les recommandations de l'AFSA, l'agence de sécurité sanitaire, qui rendra son rapport d'ici quelques jours, réduire la teneur en sel pour éviter notamment les maladies cardiovasculaires. José Blanc-Lapierre, Laurence Decher. Donc là je mets le sel 5 minutes avant la fin. Donc la dose est de 20 grammes au kilo de farine. Et puis on s'aperçoit en ce moment que les doses de sel ont tendance à monter dans la profession. Alors on alerte un petit peu les boulangers pour ne pas dépasser les 20 grammes. Ne pas dépasser les 20 grammes de sel par kilo de farine, le message est nouveau et s'adresse d'abord aux boulangers. Car pour sa fabrication, le pain engloutit à lui seul le quart de notre consommation de sel. Vient ensuite la charcuterie, les fromages et les potages. Du sel, on en trouve partout et il avait jusqu'à maintenant toutes les qualités. Indispensable à la fermentation et à la conservation des produits, mais également bien utile pour rehausser le goût des plats cuisinés. Résultat, aujourd'hui, les Français consomment 2 fois trop de sel et les industriels viennent de donner leur accord pour étudier produit par produit la possibilité d'en réduire la quantité. Le consommateur, sans le demander formellement, si on lui propose un produit qui est effectivement brutalement moins salé, effectivement, ça a été essayé par des entreprises, ils réagissent auprès des services consommateurs des entreprises en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reconnais plus mon produit ». Donc c'est la preuve que là, l'entreprise est allée un petit peu trop loin dans sa réduction. Il faut trouver le juste milieu pour ne pas qu'il y ait de comportement de rejet, voire de ressalage à domicile. Faire baisser la consommation de sel est devenu un problème de santé publique, car un excès de sodium peut être responsable de problèmes d'hypertension. Il peut même provoquer des accidents cardiovasculaires. C'est combien? C'est 16? 17,5, semble-t-il. L'AFSA rendra donc son avis dans les jours qui viennent et le donnera officiellement début mars. Ce débat sur la teneur en sel a aussi ressurgi de façon inattendue et polémique avec ces informations de l'hebdomadaire Le Point. Un chercheur qui met en cause justement l'attitude des industriels soupçonnés de gonfler le poids des produits grâce au sel aurait été placé sur écoute téléphonique. La police dément catégoriquement. Loïc Delamornay, Pascal Caron. Non, Pierre Meneton, profession, chercheur, suspicion, atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, l'hebdomadaire Le Point assure que ce scientifique a été mis sur écoute en mai 2000 à l'initiative des renseignements généraux puis de la DST. Spécialiste des maladies cardiovasculaires, Pierre Meneton met en cause depuis plusieurs années les méthodes de certains groupes agroalimentaires. Il dénonce le sel rajouté dans de nombreuses préparations qui, retenant l'eau, augmente le poids des produits et donne soif. L'ajout de sel dans les aliments préparés, c'est clair que ça représente un gros intérêt économique pour le secteur agroalimentaire. Ça, c'est certain, en France comme dans les autres pays. Et que réduire le contenu en sel des aliments
se traduira par une perte économique pour ces industriels, ça c'est sûr. Qui pourrait être gêné par les travaux de ce chercheur au point de le faire écouter, lui et tous ses collègues de laboratoire? Des industriels? Difficile à imaginer, les écoutes étant théoriquement toujours avalisées par Matignon aux seules fins de la sécurité du pays. S'il s'agit d'intérêts économiques privés, non. Ce soir, avalanche de démentis. Ce document est un faux pour le ministère de l'Intérieur, les RG et la DST. De sources gouvernementales, on dénonce une manipulation. Quant au préfet de police de Paris, il porte plainte. Des démentis qui n'émeuvent pas l'hebdomadaire. Il dit avoir toutes les preuves de ce qu'il avance. La France termine 2001 avec l'inflation la plus basse de la zone euro, plus 1,4% sur 12 mois, plus 0,1% en décembre. Une inquiétude cependant, celle de l'effet de l'euro. Le magazine 60 millions de consommateurs signale une avalanche de témoignages sur des hausses de prix concernant des produits très courants. Pas d'indication globale pour l'instant. L'Europe toujours, la Commission de Bruxelles a proposé cette semaine un projet de directive contre les pratiques de surréservation des compagnies aériennes. Il est question de multiplier par 5 les dédommagements accordés aux passagers qui ne peuvent pas embarquer. Séverine Lebrun, Hugues Buchard. À l'aéroport, méfiez-vous de votre voisin. Il pourrait bien avoir réservé la même place que vous. C'est ce qu'on appelle la surréservation. Toutes les compagnies aériennes la pratiquent sans scrupule. Pour être sûres de remplir leurs avions, elles vendent plus de billets que de places disponibles. Résultat, chaque année en France, 250 000 passagers restent cloués au sol. On pourrait se dire de prendre le billet longtemps à l'avance, ça peut être une sécurité. On s'aperçoit que ça ne l'est pas toujours, malheureusement. Sur le moment, on a les boules, quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Par se renseigner et savoir si c'est normal effectivement ou pas. Pourtant, le passager a des droits. Il peut soit se faire rembourser son billet, soit exiger un autre vol dans les plus brefs délais. La compagnie verse alors une indemnité entre 150 et 300 € actuellement, en plus des éventuels frais d'hébergement. La Commission européenne veut limiter la surréservation en multipliant par 5 les compensations. Les compagnies aériennes préparent déjà leur riposte. Il est bien évident que si nous ne pratiquons pas ce genre de survente, comme on l'appelle, eh bien nous serions dans l'obligation d'augmenter forcément les tarifs aériens. Un projet dont le transport aérien se serait bien passé. Depuis le 11 septembre, le secteur est en crise. Pour certaines compagnies, supprimer la surréservation reviendrait à signer leur arrêt de mort. Autre projet dans les cartons de la Commission, toujours à propos des transports, faire monter la concurrence dans les secteurs de la vente et de la réparation des voitures. Un concessionnaire automobile serait ainsi autorisé à vendre des modèles de constructeurs différents et dans tous les pays de son choix. Il pourrait aussi sous-traiter le service après-vente. Ça n'est pour l'instant qu'un projet. Et puis cette innovation en Allemagne, un alcotest anti-chauffard. Pour pouvoir démarrer la voiture, il faut souffler et être négatif. Luc Bazizin, Claude Marc. Voici le sésame automobile. Si le taux d'alcool du conducteur est trop élevé, l'éthylotest interdit à la voiture de démarrer. J'ai du mal à concevoir le concept. Moi, je sais que je bois 3 bières, ça va très bien. Et pourtant, ma voiture ne démarrera pas. Et voilà. C'est un peu saugrenu comme idée, mais pourquoi pas? C'est génial. Très très bonne idée. Je sais pas, on attendra déjà que l'euro se mette en place et puis après on commencera à voir ça. Alors, il y a 2 ans, nous avions demandé à ce groupe de jeunes de forcer volontairement la dose habituelle. Résultat, ces images parlent d'elles-mêmes. Ce ballon aurait pu être un piéton et ce virage en pleine montagne. Pour 40% des tués sur la route, le facteur alcool est présent. Ce système d'éthylotest n'effacera pas le risque, mais il peut contribuer à une meilleure prise de conscience. Le moyen de faire le bon choix avant de prendre le volant. À l'étranger, d'abord, le plan d'austérité draconien adopté en Argentine. Exemple, le nombre de magistrats et de parlementaires sera réduit de moitié. Forte difficulté aussi pour la population. La dévaluation du peso a renchéri le prix des produits importés, ainsi les médicaments. On ne trouve plus d'insuline dans les pharmacies. Richard Binet. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils sont diabétiques et les services sociaux argentins n'ont plus d'insuline à leur distribuer. Les prix des médicaments ont augmenté de 30% en 48 heures et il n'y a plus d'argent dans les caisses. J'ai attendu hier pendant des heures sans pouvoir en obtenir. Ma grand-mère a 82 ans, il lui faut ses 3 doses par jour, elle risque de mourir. À l'origine de la pénurie, la dévaluation annoncée du peso.
Les laboratoires refusent de livrer le précieux médicament tant qu'ils n'en connaîtront pas le nouveau cours et seules les pharmacies qui achètent en devises sont approvisionnées. Il n'y a pas de problème, nous avons de l'insuline, mais il faut la payer en dollars et cash. Hier, le Brésil a décidé d'envoyer 270 000 doses d'insuline à Buenos Aires. De quoi soulager les 200 000 diabétiques argentins, mais pour quelques jours seulement. Au Proche-Orient, la riposte israélienne à l'attaque du Hamas qui a fait 6 morts hier. Des dizaines de maisons de Palestiniens ont été tout simplement rasées dans le sud de la bande de Gaza. Stupeur de la population, plusieurs centaines de personnes sont sans abri. L'armée israélienne a déclaré que des tirs visant ces soldats provenaient de cette zone. Autre motif d'inquiétude après le Hamas, le djihad islamique annonce que la trêve des attentats est rompue. Enfin, une information à propos de ce cargo d'armes intercepté par Israël en mer Rouge. Les États-Unis affirment disposer de preuves convaincantes, ce sont les termes employés, de l'implication de l'Iran et du Hezbollah. L'autorité palestinienne, d'après Washington, ne serait donc pas impliquée. Controverse aussi sur les prisonniers talibans. Washington s'inquiète des rumeurs de libération et de fuite de plusieurs dignitaires du régime déchu. Étienne Lénart, Aaron Diamond. Les Américains ont commencé ces dernières heures le premier transfert de prisonniers depuis l'Afghanistan. Quelques dizaines d'hommes, chaînes aux pieds, embarqués à bord d'un avion cargo militaire, direction une autre base américaine, Guantanamo, sur l'île de Cuba. Mais dans le même temps, 2 ex-ministres talibans, des très proches du Mollah Omar, son ministre de la Défense et celui de la Justice, ont été libérés par cet homme, le gouverneur de Kandahar, qui leur a accordé l'amnistie, déclenchant la fureur des Américains qui ont du mal à accepter ces petits arrangements entre amis. Évidemment, disait le chef d'état-major, des hommes de ce calibre nous intéressent particulièrement et nous nous attendions à les récupérer. L'incident prouve en tout cas qu'en choisissant de n'envoyer sur le terrain qu'un nombre limité de forces spéciales, les stratèges militaires américains ont pris le risque au coup par coup d'être mis hors jeu par les tractations politiques que le nouveau pouvoir en place à Kaboul doit aussi utiliser pour rester crédible aux yeux des Afghans. Et maintenant que le pays est débarrassé du fardeau taliban, les États-Unis sont bien forcés de constater qu'en Afghanistan, les intérêts américains et les intérêts des nouvelles autorités locales sont de plus en plus souvent divergents. En bref, confirmation de la mort de 7 soldats américains dans le crash d'un avion militaire au Pakistan. Les causes de l'accident restent inconnues. Enfin, un mot du procès Moussaoui. Ses avocats souhaitent qu'il soit retransmis à la télévision. Procès prévu en octobre. Retour en France, comme prévu, les députés ont adopté l'amendement qui met fin à la jurisprudence Perruche. L'enfant handicapé ne pourra plus demander réparation en cas d'erreur de diagnostic pendant la grossesse. C'est l'adoption à la quasi-unanimité. Seule Christine Boutin a voté contre. Quel regard portent les familles concernées sur ce débat et sur leur vie en général? Voici l'exemple de la famille Merli. 3 enfants, l'un d'entre eux est handicapé, moteur et cérébral de naissance. Beaucoup de difficultés, mais beaucoup de joie aussi. Delphine Orviller, Bernie Mériot. Quelques chatouilles et beaucoup de tendresse. Voilà comment Guillaume et Virginie s'occupent de leur frère. Frédéric est très lourdement handicapé. Il a 21 ans, mais l'âge mental d'un bébé de 10 mois. Dans l'appartement, tout s'est organisé autour de lui. Le produit, les éponges, ils risquent de le grignoter, ça de l'avaler. Donc comme un tout petit, il faut hop, ranger dans le placard, mais aussi, il sait ouvrir les portes, donc il faut ficeler. Annie ne travaille pas, c'est son mari qui subvient aux besoins de la famille. Tu prends tout seul. Non, tu prends tout seul. Elle a choisi pour l'instant de se consacrer à Frédéric, une occupation à plein temps. Non, il n'y a pas que lui donner à manger. Je fais l'aide-soignante. Je fais parfois l'infirmière, je fais, comme je disais, des séances de kiné. De ce quotidien, Annie a tiré un livre. Elle n'a pas encore trouvé d'éditeur pour publier son histoire et raconter ce qui fait aujourd'hui sa force. Qu'est-ce qui me fait tenir dans les moments difficiles? C'est le sourire de Fred, tout le temps. Si un jour ça ne va pas, je me trouve toute seule avec lui, je prends une tasse de café et puis je le regarde. Et lui, que ça aille ou que ça n'aille pas, de toute façon, il va sourire. Il y a une chance, c'est que Frédéric, lui, est très joyeux, et que ma mère est très joyeuse également, donc c'est un binôme, si on pourrait dire, superbe et éclatant, quoi. Éclatant. Et donc, ce bonheur nous revient sur nous, forcément. L'avenir de Frédéric, personne ici ne veut trop y penser. Pour le moment, sa vie est là, au milieu de sa famille, et ensemble,
Leur vie se construit, jour après jour. Allez, embête. La politique et les affaires, un proche de Charles Pasqua mis en examen pour corruption active. Robert Feliciaggi est soupçonné d'avoir échangé l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse, accordée en 1994 par Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, contre un financement illégal du RPF, le parti de ce dernier. La MNEF renvoie en correctionnel pour plusieurs personnalités, Jean-Christophe Cambadélis, ex-numéro 2 du PS, ou encore Marie-France Lavarini, ancienne collaboratrice de Lionel Jospin au ministère de l'Éducation. Le parquet estimait que les faits étaient prescrits, il avait requis des non-lieux, il n'a donc pas été suivi, non-lieu en revanche pour Jean-Marie Le Guen. Les suites de la mort atroce de celle qu'on appelait Super Mamie à Avignon. Elle a été retrouvée, je vous le rappelle, sauvagement assassinée dans sa maison mardi dernier. Un témoin essentiel, selon le mot du parquet, a été placé aujourd'hui en garde à vue. Michael Darmon sur place. Qui a pu franchir le seuil du domicile de Marie-André Fesquet dans la nuit de lundi à mardi et faire subir à la Super Mamie les pires sévices avant de la laisser morte dans son salon? Depuis hier, les enquêteurs de la PJ d'Avignon entendent plusieurs personnes susceptibles de connaître la victime. Et ce matin, les policiers ont senti qu'il fallait aller au-delà de la simple audition. Ce que j'ai pu vous dire actuellement, c'est qu'il y a un témoin essentiel qui a été placé en garde à vue dans les locaux du SRPJ d'Avignon en fin de matinée, que bien cela va de soi que j'ai été informé de cette mesure, qu'un nouveau point sera fait avec les enquêteurs donc en début de soirée. Et mon souci, je le redis comme je l'ai précisé hier, c'est compte tenu du caractère assez atroce de cette affaire, c'est que ce dossier soit élucidé le plus rapidement possible. La garde à vue aurait été décidée sur la base d'indices graves et concordants dans l'emploi du temps de la personne actuellement interrogée. Elle fait partie de ce que les enquêteurs appellent l'entourage de la victime au sens large. Mais ce soir, ils n'ont encore aucune certitude sur l'identité du ou des meurtriers de la Super Mamie d'Avignon. L'affaire du petit Larbi, nouveaux soupçons sur le meurtrier présumé Alain Diaz. Une fillette de Bègle, victime d'une agression sexuelle il y a plusieurs mois, l'aurait reconnu. Alain Diaz habitait la ville au moment des faits. Et puis nouveaux éléments aussi dans l'affaire du réseau d'Outreau. Dans le Pas-de-Calais, 2 des 15 suspects mis en cause ont dénoncé le meurtre d'une fillette de 5-6 ans lors d'une soirée pédophile. Anne Mourgue, Marie-Pierre Cassignard. Un petit jardin ouvrier au pied du HLM. La pelleteuse s'apprête à retourner les quelques mètres carrés de terre. Les policiers du SRPJ de Lille recherchent le corps d'une fillette, 5 ou 6 ans, belge sans doute. Il pourrait être enterré là depuis plus de 2 ans. À l'origine des fouilles, ce jeune homme, entendu hier par le juge d'instruction, il a reconnu avoir assisté au meurtre. Un jeune homme en prison depuis 2 mois, il serait membre d'un réseau de pédophilie, un réseau impliquant 5 notables, eux aussi en détention. Mardi, il adresse cette lettre à la rédaction de France 3 Lille. Dans une orthographe incertaine, il détaille la scène. Fin 99, dans une de ses tours, la fillette aurait été violée, puis frappée à mort par 2 hommes, dont le locataire du jardin. Au palais de justice, une autre personne a parlé, une femme. Elle aussi confirmerait le meurtre. Ce soir, pour avoir brisé le silence, elle craint des représailles. Toute personne qui est dans le cadre d'une instruction peut éventuellement faire l'objet de menaces. Donc il est normal que certaines personnes craignent pour leur personne. Ils n'ont pour l'instant encore rien trouvé, mais les enquêteurs devraient poursuivre les fouilles toute la nuit. Alerte à la pollution de l'air au dioxyde de soufre et au dioxyde d'azote dans le Rhône et l'Ain. La vitesse est limitée à 90 km/h sur les autoroutes. Alerte déclenchée cet après-midi. Des pics de pollution dus à l'activité industrielle et à la circulation automobile ont été constatés. C'est peut-être l'une des opérations immobilières les plus importantes menées à Paris qui est menacée. Bercy Village, galerie commerciale chic à l'est de Paris. Le promoteur doit affronter la colère d'une association d'habitants qui dénonce la non-conformité des locaux. C'est en train de devenir la querelle de village la plus chère de France. Olivier Caroff, Jean-François Monnier. Un poète pourrait dire qu'ici, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et illégalité. La justice a résumé plus simplement, permis de construire annulé. C'est ce qu'a obtenu une association de riverains. Leur rêve, obliger le promoteur de Bercy Village, cette rue entièrement dédiée au commerce, à respecter sa parole. C'est les petits commerces de proximité comme c'était prévu, la culture et loisirs, vin, gastronomie. C'est ça qui était prévu à la base. Ce qui était prévu et 911 places de parking. Tout ça, il n'y a pas.
Hélas, 3 fois hélas, non. À la place, ils ont droit à un club med, à des boutiques de décoration et même des vêtements pour aventuriers urbains. Quant aux équipements qu'espéraient les habitants du quartier, les voici. Si vous regardez par exemple dans ces lettres, il apparaît une très très belle piscine. Ça n'est pas une piscine olympique ou une piscine municipale. On est dans une piscine privée. C'est combien? Il me semble bien que c'est 150 francs l'entrée, enfin la journée. Le promoteur a fait appel, c'est sa dernière chance d'éviter la fermeture, pure et simple. Le tribunal administratif a annulé un des permis de construire de Bercy Village, effectivement, sur des points purement techniques. À aucun moment, il n'est mis en avant un quelconque manquement au règlement d'urbanisme. Dans leur combat pour la fermeture de Bercy Village, les riverains ont trouvé des alliés imprévus. Les rats, attirés par les poubelles pas toujours très propres de certains commerces, à quelques mètres seulement d'une école maternelle. Les habitants appellent ça l'envers du décor. Le Haras Dakar, pas de changement au classement général. L'Italien Meoni toujours en tête côté moto, le Japonais Matsuoka toujours premier côté voiture. Mais l'image qu'on gardera sans doute de cette édition, c'est celle de Johnny. Premier rallye pour le chanteur, une épreuve dans tous les sens du terme. À 3 jours de l'arrivée, le meilleur de la course de Johnny, récit Christophe Duchiron, Pierre Le Petit. Le plus facile, ce serait d'en rire, parce que Johnny est arrivé ce matin à l'heure où d'ordinaire, on fait la fermeture des boîtes de nuit à Saint-Tropez ou à Paris. Bref, c'était pas la joie, morceau choisi. On a tout eu. Voilà, je me suis foulé le poignet dans les dunes, tu sais, le volant, c'est... Qu'est-ce que tu veux, on a cassé encore un truc. Le ressort à droite, plus toute la roue. On a recommencé 20 fois, et on ne retrouvait plus la route. Je vais essayer de prendre un café. Vous l'aurez compris, on peut être un octambule et passer une mauvaise nuit. Johnny Hallyday et René Medj ont perdu 8 heures sur le vainqueur de l'étape. C'est beaucoup, mais c'est sans doute le prix à payer pour celui qui ne veut pas se priver de désert. Oui, évidemment, le plus facile, ce serait d'en rire, parce que sur le sable chaud, Johnny Hallyday n'est pas Laurence d'Arabie, mais un simple amateur. C'est con, on était bien là. Un amateur, oui, comme le sont les bouchers, charcutiers, boulangers, employés, acteurs, chanteurs ou princesses, qui ont fait eux aussi depuis des années la popularité du Dakar. Bien sûr, le plus facile serait d'en rire, car chaque jour qui passe est une épreuve. Mais qu'importe, entre un bon coup de volant et une réplique bien sentie, Johnny reste Johnny. Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Tous nos voeux accompagnent Johnny Hallyday et René Medj pour rallier Dakar, même si sans conteste, l'idole des jeunes n'est pas encore le prince du désert. Arrivé dimanche, un mot de football pour vous donner le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. À noter le choc Bordeaux-Monaco. Et puis Lorient-Bastia, Rennes-Strasbourg. Le PSG affrontera Nancy ou Châteauroux. Monaco qui s'est qualifié hier soir aux dépens de Marseille. Ici, vous allez le découvrir, le 3e but d'Oliver Bierhoff à 2 minutes de la fin. Le but qui donne la victoire aux Monégasques. Fin de cette édition, tout de suite question ouverte, invité Alain Juppé, météo, point route, 21h envoyé spécial avec un reportage à suivre sur l'arrêt Pérusse justement, minuit 50, dernier journal Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT. On se quitte avec ces images d'une ville de glace, Harbin en Chine, festival annuel de sculpture sur glace, température moins 30 degrés à lundi.